Parti. Bonsoir à toutes et à tous. On est super content d'être là et on va vous parler ce soir Angular Material ou Bootstrap. Pourquoi choisir? Donc moi je vais juste vous demander pour cette présentation d'avoir l'esprit ouvert parce que peut-être qu'on va parler de choses qui vont vous sembler bizarres. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste du CSS. Donc moi aujourd'hui je vais présenter mon collègue Jérôme Jebari, qui pour moi c'est l'un des meilleurs développeurs que j'ai jamais vu. Et ce soir c'est sa première présentation, donc première fois au GDG, donc please applause pour Jérôme Jebari. Voilà. Merci Amadou. Pour ma part, en fait, c'est beaucoup plus facile de présenter Amadou parce qu'en fait, on n'a plus besoin de le présenter. Ça fait plusieurs fois qu'il vient au GDG présenter plein de sujets autour d'Angular. Vous le retrouverez sur Twitter, GitHub. Son blog amadousal.com, si vous ne connaissez pas, c'est une véritable mine d'or. Il y a plein d'articles sur l'écosystème Angular. Et en fait, la grosse nouveauté avec Amadou cette année, c'est que le talk qu'on va vous présenter, il allait le présenter dans 2 grandes conférences internationales, NG Malaysia et NGDE en Allemagne. Donc pour ça, je pense qu'on peut lui faire un gros bravo. Ça, c'était pas répété, juste. Aujourd'hui, donc, on va répondre à une question qui est super importante. Qui est le meilleur de Bootstrap ou d'Angular Material? Nous, développeurs, on aime bien les petits combats comme ça. Quand il y a plusieurs choix, on va comparer les libres et essayer de savoir qui est le meilleur. C'est ce genre de petits combats. Par exemple, Angular React. Angular. En fait, là, il n'y avait pas vraiment de combat. C'est forcément Angular. NPM YARN. Et donc, aujourd'hui, ça va être Bootstrap Angular Material. Ben déjà, qui pense que Bootstrap est meilleur? Peut-être qu'il faut que je parle avec le micro. Pas beaucoup. Qui pense que Angular Material est meilleur? Ok, et le reste s'abstient. CSS à la main. D'accord, ok. Avant de rentrer dans les détails entre Bootstrap et Angular Material, on va vous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière Soto. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on a été amenés à se poser la question? En tant que développeur front-end, et je pense que c'est l'objectif de tout le monde dans la salle, on veut développer des applications front-end qui soient jolies en termes d'UI, du X, qu'elles soient responsives, c'est-à-dire que ça s'adapte au device, que ce soit du mobile ou du desktop, et enfin que ce soit une application bien conçue, qu'on n'ait pas un plat de spaghetti à maintenir à la fin. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Donc l'histoire a commencé en fait fin 2017, où à Air France, avec Amadou, on a été amené à devoir construire une nouvelle stack technique à partir d'Angular, parce qu'on voulait migrer d'AngularJS vers Angular, et on avait également une volonté en interne de basculer sur du material design. À partir de là, avec Amadou, on a construit un nouveau design system qu'on a appelé Martine. À Air France, on aime bien les noms de femmes comme ça. On a eu Martine, Betty, Simone. Bon. On a un fil conducteur. Donc déjà, partant de là, en fait, Angular Material, on a été plutôt content. C'est-à-dire que ça avait l'air prometteur, les composants étaient bien faits. Même si c'était à peine les débuts d'Angular Material, il n'y avait pas beaucoup de composants. C'était la première critique qu'il y avait, mais c'était prometteur. Tant que c'est bien fait, on sait que ça va aller dans le bon sens. Par contre, au niveau du layout, on n'avait rien pour positionner les éléments sur la page et pour gérer le côté responsive. Ça veut dire qu'il va falloir le faire vous-même, à la main, avec du Flexbox, du Grid Layout, ou alors il va falloir tirer une lib. Et là, la plupart des gens, en fait, tirent une lib qui est bien connue, qui est Angular Flex Layout. Mais Angular Flex Layout, c'est une lib où la syntaxe n'était pas super facile à utiliser, c'était pas terrible. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est une lib qui est toujours en bêta, 2-3 ans après, et qui a du mal à basculer sur Angular 9. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va devenir cette lib. Donc déjà là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Il y a une première difficulté. Donc au même moment, en janvier 2018, il y a Bootstrap 4 qui était sorti. Bon, nous, on est curieux, en plus on a le temps. Du coup, on a regardé on a regardé ce qu'il y avait dans Bootstrap. Bon, on a bien aimé la nouvelle architecture de Bootstrap. Enfin, c'est modulaire, on peut juste sélectionner les parties qui nous intéressent. C'est du SaaS. Donc, bon, on a joué un peu avec. On a bien aimé. On a retrouvé dans Bootstrap tout ce qui nous manquait dans Angular Material, la partie layout, etc. Du coup, j'ai écrit un article qui s'appelle « The best part of Bootstrap 4 you are missing in Angular Material ». Excusez-moi mon accent. Cet article, aujourd'hui, ça fait partie des articles les plus populaires de mon blog. La plupart de mon trafic arrive grâce à cet article-là. Et si vous regardez
Mes analytics, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur mon site en tapant le keyword Angular Material ou Bootstrap, Bootstrap et Angular Material. Et du coup, bon, on a jugé nécessaire de partager ça avec vous. Donc, comment on va procéder? On va d'abord parler de Bootstrap pour voir ce qu'il y a dans Bootstrap 4. Ensuite, on va parler de Angular Material. Enfin, on va voir ce qu'on gagne en mixant les tout. Désolé, spoil dès l'introduction. Et à la fin, on va regarder une façon qu'on juge beaucoup plus facile pour gérer le theming de nos applications Angular Material. Donc, tout d'abord, Bootstrap. Qu'est-ce que c'est que Bootstrap? Enfin, je pense que tout le monde connaît Bootstrap dans la salle. Qui ne connaît pas Bootstrap dans la salle? Ok, bon, super. Donc, en un mot, Bootstrap, c'est la librairie de composants graphiques la plus populaire au monde, enfin, sans doute. Et c'est bâti sur trois principes de responsive design. La première, c'est mobile first. En gros, on conçoit nos applis sur mobile avant de passer sur desktop, parce que sur desktop, on a beaucoup plus d'espace, donc on peut plus facilement étendre notre design. Fluid layout, c'est-à-dire que, enfin, on ne fixe pas de limite à nos éléments. On ne dit pas 8 c'est 200 pixels. On utilise plus des pourcentages que des valeurs hardcodées. Et la dernière, c'est media queries, c'est-à-dire qu'on écrit du CSS custom en fonction de la taille de l'écran. En mobile, on va avoir du CSS pour le mobile et on va adapter notre CSS pour desktop. Et dans Bootstrap, il y a 4 parties. Reboot, Grid, Component, Utilities. La plupart des développeurs connaissent déjà la grille et les composants. Reboot et les Utilities, ce sont des fonctionnalités de Bootstrap qui sont moins connues. Mais on va en parler. Premièrement, Reboot. Moi, je dis que toute application web a besoin d'un CSS reset. Peut-être que vous avez importé implicitement un CSS reset, mais si vous ne le faites pas, la lib que vous utilisez l'a sans doute fait pour vous. Pour comprendre c'est quoi un CSS reset, je vais me référer à la citation d'Eric Meyer qui dit que tous les navigateurs ont des valeurs par défaut, mais aucun navigateur n'a les mêmes valeurs par défaut. Donc le but d'un CSS reset, c'est d'enlever, de gommer ces différences entre les navigateurs. Et dans Bootstrap 4, il y a eu un nouveau CSS reset qui s'appelle Bootstrap Reboot. Et en fait, c'est plus qu'un CSS reset parce qu'il rajoute ce que j'appelle de meilleures valeurs. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Par défaut, en CSS, la taille d'un élément HTML, c'est juste la taille du contenu. Et la plupart du temps, en fait, ce que le développeur veut vraiment, c'est que la taille de son élément HTML soit soit égale à la somme de la taille du contenu, plus le padding, plus le border. Donc c'est ce genre de choses que tu as quand tu incorpores Bootstrap Reboot. Le deuxième module de Bootstrap, c'est la grille. C'est ce qui va nous permettre de gérer notre mise en page et le côté responsive. Donc c'est un module qui est ultra connu, qui existe depuis longtemps, que beaucoup d'entre vous ont probablement utilisé. Et en fait, derrière, techniquement, c'est du flex qui se cache. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent le flex dans la salle? Ok. Donc vous savez comment fonctionne la grille en fait techniquement. Et en fait, même si on ne connaît pas Flexbox, la grille, elle est super facile à utiliser. Et on va voir justement un exemple. Donc tout d'abord, pour démarrer une grille, je vais rajouter ma div avec classe égale conteneur. C'est ni plus ni moins que donc, le début de la grille, et c'est là, ça va être un lieu d'accueil pour mes lignes et mes colonnes. Donc dans ce conteneur, je vais pouvoir créer mes lignes avec classe égale row. Donc là, je crée la première ligne, la deuxième ligne. Jusque-là, rien de sorcier. Ensuite, dans mes lignes, je vais vouloir ajouter, bien sûr, mes colonnes. Donc, classe égale col. C'est intuitif, facile à démarrer. Première colonne, deuxième colonne. Ensuite, pour aller un peu plus loin, chacune de mes colonnes, je vais pouvoir lui spécifier une taille. Col-4, col-8. Ma première colonne fera 4 unités, la deuxième 8. Et Bootstrap, par défaut, la grille, elle est divisée en 12 unités. Dans Bootstrap, tout est configurable. Ça veut dire que ce 12, je vais pouvoir le configurer dès le départ. En général, c'est une valeur qu'on laisse. Mais donc là, si j'ai une grille de 12 unités, en gros, j'aurais créé une mise en page 1/3. Et ça s'est fait super facilement. Ensuite, je vous ai dit que la grille permettait de gérer le côté responsive. Donc là, Bootstrap va me fournir des breakpoints. Donc si je prends le premier exemple, col MD6, ça va être pour les devices medium sized. Donc là, ma colonne fera 6 unités, 50% de l'écran. Alors que pour les écrans beaucoup plus larges, ma colonne fera 4 unités. Et
de manière implicite, en fait, on a dit que Bootstrap, un des principes fondamentaux, c'est d'être mobile first. Ça veut dire que, sans que j'aie à le préciser, par défaut, les mobiles seront en col-12. Ça veut dire que j'aurai une colonne pour l'ensemble, pour la largeur de mon écran. Et grâce à ce genre de bout de code super simple à écrire, je vais pouvoir réaliser ce genre d'interface responsive. C'est-à-dire que si on commence par le mobile, puisqu'on a dit qu'on était mobile first, sur le mobile, j'ai bien qu'une seule colonne. Donc tous mes éléments sont empilés de manière verticale. Pour une tablette paysage medium size device, j'aurai 2 colonnes. Et pour des écrans plus larges, j'aurai 3 colonnes. Donc moi, ma partie préférée, c'est les Bootstrap Utilities, parce que ça me rend beaucoup plus productif. Donc qu'est-ce qu'une classe utilitaire? Donc déjà, c'est une classe CSS, et généralement, il y a une seule déclaration, donc propriété value. Et avec ici, bon, le keyword important, les bonnes pratiques disent qu'il ne faut pas l'utiliser, mais en fait, ici, on met le keyword important parce qu'on a envie qu'à chaque fois qu'on applique notre classe utilitaire, que le CSS associé s'applique. En gros, on veut que ça gagne tout le temps. Donc généralement, il n'y a pas de conflit parce qu'on sait ce qu'on fait. Du coup, si on applique une classe utilitaire, c'est parce qu'on a envie que ça s'applique. Donc comment ça fonctionne? Là, j'ai un exemple pour le display. C'est d- une valeur. Par exemple, ici, j'ai d-bloc pour faire du display bloc. Donc quand je veux transformer un élément en bloc element, j'ai juste à rajouter la classe d-bloc. Si je veux transformer mon élément en flex, en conteneur flex, j'ai juste à rajouter la classe d-flex et ça fonctionne. Mais ce que je trouve génial dans Bootstrap et avec les utilities, c'est que ces utilities sont responsives. C'est-à-dire que le même mécanisme que j'ai avec la grille, je peux l'appliquer avec les utilities. Donc par exemple, si je veux que ma div soit cachée en mobile, donc sur les small devices, et que ça s'affiche et que ça se transforme en conteneur flex sur les grands écrans, classiquement pour le faire, tu écris des media queries, beaucoup de CSS. Avec les utilities, on met d-none, mobile first, donc on ne met pas de breakpoint, d-none, par défaut, l'élément est caché, et dès qu'on atteint le breakpoint medium, ça devient un flex. 2 classes CSS à rajouter et ça fonctionne. Voilà, et on a plein d'utilities dans Bootstrap. Tout ce qui est display, margin, padding, on a des classes prédéfinies que vous pouvez appliquer dans votre HTML et ça fonctionne. Les utilities Bootstrap sont aussi faciles à comprendre. Par exemple, pt-3, ça veut dire padding top 3 unités. Donc, pb-3, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un veut se lancer? Voilà, padding bottom 3. PY5, c'est padding vertical. ML3, c'est margin left 3 unités. ML-MD, c'est margin left quand on est en medium size device. Et MX, c'est margin horizontal. Donc super facile à utiliser, j'ai juste à rajouter mes classes et ça fonctionne. Le 4e et dernier module de Bootstrap, c'est les components. Et en fait, je ne vais pas m'attarder super longtemps parce que c'est la raison principale pour laquelle vous ne voudrez pas utiliser Bootstrap dans une application Angular. Et cette raison, en fait, c'est tout simplement parce que ça utilise jQuery. jQuery, donc, c'est une lib JavaScript super connue, qui était super bien il y a quelques années. Sauf que du coup, ça va très mal se marier avec Angular parce qu'on aura énormément de mal à communiquer entre les composants Bootstrap et notre code. Donc, on ne s'étend pas trop là-dessus. Donc, si on récapitule, on a parlé du CSS reset. En gros, on a juste à importer Bootstrap reset et il gomme les inconsistances, donc on prend. La grid, super facile à utiliser, c'est responsive, on prend aussi. Les 3 tonnes d'utilities qui nous simplifient la vie au quotidien, on prend. Par contre, les components, à cause de jQuery, on sait qu'on va avoir des problèmes pour communiquer avec nos composants. C'est pas terrible. Du coup, maintenant, on a terminé avec Bootstrap et on va passer à Angular Material. Qu'est-ce que Angular Material? Déjà, contrairement à ce que je viens de vous dire avec Bootstrap, c'est une librairie de composants au sens Angular du terme. Ça veut dire que tous les composants Angular Material, vous les retrouverez sur GitHub, c'est open source, ils auront la même tête que vos propres composants Angular, de l'HTML, du Sass et du TypeScript. Ça veut dire qu'on pourra beaucoup plus facilement communiquer avec nos composants. Le deuxième point avec Angular Material, c'est que bien entendu, ça implémente Material Design. Material Design, donc, c'est le design system de Google. Vous connaissez forcément tous Material Design parce qu'en fait, Android et toutes les applications Google, que ce soit Gmail et compagnie, implémentent toutes du Material Design.
Troisième point avec Angular Material, c'est que c'est une librairie qui est développée par la team Angular. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'attendre à avoir la même qualité que dans l'ensemble de l'écosystème Angular. Donc, a priori, ce sera une bonne librairie. Quatrième point, avec Angular Material, et c'est vraiment un sacré avantage, c'est qu'en fait, c'est une lib qui va être réalisée en même temps que l'ensemble de l'écosystème Angular. Ça veut dire que dès qu'Angular 9 va sortir, il y aura Angular Material. Ça veut dire que ce ne sera pas un frein pour monter de version. Je pense que dans la salle, en gros, il n'y a que des geeks, donc vous avez toujours envie d'installer la dernière version. Donc, ça, c'est vraiment un point super important. Dans Angular Material, il faut distinguer deux parties. Il y a le CDK, le Component Dev Kit, et le Material Design Component. Techniquement, en fait, ça va se traduire par l'installation de deux librairies NPM. NPM install de @angular/cdk et NPM install de @angular/material. Donc Amadou va vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le CDK. Donc déjà, dans le CDK, le CDK nous fournit des composants de base. Quand on parle de composants de base, c'est des composants qui n'ont pas de style CSS. Ça veut dire que je peux utiliser mon composant dans n'importe quel contexte et à moi ensuite de rajouter mon CSS. Mais par exemple, on a le data table qu'on peut utiliser, c'est fourni par le CDK, le stepper et le tree, ou bien la tree. Bon, peu importe. Mais le CDK aussi nous fournit des services qui vont nous simplifier la vie quand on développe nos composants Angular. Par exemple, il y a un service qui s'appelle Platform. Donc ce service-là, si je l'utilise dans mon code, ça va me permettre d'avoir des informations sur le navigateur sur lequel je suis mon code Angular est en train de tourner. Est-ce que je suis sur de l'iOS, de l'Android? Avec ce service, on est capable de le savoir. Il y a aussi un service d'overlay pour gérer tout ce qui est pop-up modal. Donc tout ça, vous l'avez gratuitement quand vous utilisez le CDK. Bon, il y a aussi ça c'est c'est une de mes parties préférées, le layout. Donc je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Ensuite, tout ce qui est left to life, to right, right to left, bon, bidirectionality, le drag and drop aussi. Donc là, c'est un exemple de CDK layout. Le CDK layout me donne un service qui s'appelle Breakpoint Observer. Et grâce à ça, je suis capable d'appeler une méthode observe et je lui passe un ensemble d'expressions. Et du coup, je vais avoir un observable qui va me donner des informations sur lesquelles parmi ces expressions sont vraies. Par exemple, quand je suis en mobile, peut-être qu'il n'y a que la première expression qui va être vraie. Et quand je suis sur de l'écran super large, tout sera à true. Et du coup, je peux utiliser cette information dans mon code TypeScript programmatiquement pour faire des choses. Donc ça, c'est super intéressant. Et aussi, le CDK, juste le message, c'est que vous pouvez l'utiliser pour faire votre propre librairie de composants. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'aimez pas le Material Design, vous pouvez utiliser le CDK pour faire votre propre librairie de composants et éviter ainsi de réinventer la roue. Après, on a les composants Angular Material, tout ce qui est formulaire, navigation, layout component. Bon, c'est pas lié au layout, mais c'est des choses comme des cards, ce genre de composants, des boutons, des pop-up et le data table. Par exemple, le data table Angular Material, le composant Material Data Table, il se base sur le CDK Data Table. Il rajoute juste du Material Design par-dessus. Un des points les plus importants dans Angular Material, donc bien sûr ça va nous fournir des composants, mais ça va nous permettre d'ajouter du theming. Qu'est-ce qu'on entend par theming? On va entendre par là les couleurs, la typographie, ça va être tout ce qui est police, taille de titre, ce genre de choses, et les formes. Nous aujourd'hui en fait on va se focaliser sur les couleurs. Material nous dit de faire ceci, de choisir deux couleurs, une primaire et une secondaire. Et donc, à partir de là, on va pouvoir décomposer plein de nuances, de la plus claire, le niveau 50, à la plus foncée, la 900. Et on va faire ça donc pour nos deux palettes. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir appliquer ce theming à mes composants Angular Material? Donc, sur mon bouton, j'ai juste à faire color égale primary. Pour un bouton de couleur secondaire, j'ai juste à faire color égale accent. Et ça, la facilité avec laquelle je peux appliquer le theming, c'est uniquement dû au fait que ce sont des composants au sens Angular du terme. Ce genre de choses, je ne peux pas le faire avec Bootstrap. Donc, ça a l'air relativement facile.
Maintenant, est-ce que c'est la même chose quand je développe mes propres composants? Si je prends ce genre de composant, donc là les couleurs ne rendent pas super bien, mais en gros, j'ai du texte, c'est un composant d'alerte on va dire, j'ai du texte qui utilise ma couleur rose foncé, donc ma palette secondaire. Vous ne le voyez pas, mais il y a un background rose clair, donc qui est la nuance 50 de ma palette secondaire. Et j'ai une bordure qui utilise le bleu de ma palette primaire. Et après, en termes de layout, j'ai un peu de marge, un peu de padding, et j'ai mis le texte en gras. Ce composant, en tant que développeur, on parle toujours de réutilisabilité, vous êtes d'accord? Donc ce composant, quand je vais le développer, je vais vouloir le réutiliser dans plusieurs applications, plutôt que de le recoder à chaque fois. Le problème, c'est que ce composant il va être utilisé dans des applis qui auront des thèmes différents. Donc nous, concrètement, ce composant, on va parfois l'utiliser chez Air France, il aura ces couleurs-là. Par contre, si je l'utilise chez KLM, je voudrais qu'il ait cette tête-là. Donc concrètement, ça veut dire que mon composant, il va falloir qu'il s'adapte au thème de l'application. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Angular Material l'a documenté. Donc la première étape, donc ça c'est le code HTML de mon composant, il est relativement facile. J'ai juste une div. Et donc, mon point de départ, ça va être de positionner une classe, bien sûr, pour pouvoir mettre ensuite mes propriétés CSS dessus. Donc là, j'ai une classe MyAlert. Ensuite, dans mon fichier SAS, donc là, c'est le fichier SAS classique d'un composant Angular, j'ai tout ce qui traite du layout. Il n'y a rien concernant le theming. Donc là, j'ai du padding, du margin, tout le CSS classique. Et ensuite, c'est là que ça va différer un petit peu, c'est qu'il faut créer un deuxième fichier SAS pour le theming, spécifique au theming. Et là, donc, en fait, on va créer une mixin qui est une fonction en SAS et qui va partir sur un thème en entrée, puisqu'on a dit que mon composant, il fallait qu'il s'adapte à un thème. Donc, en entrée, j'ai mon thème. Et ensuite, avec du mapget, je vais pouvoir récupérer mes différentes palettes. Donc là, je récupère ma palette primaire de mon thème. Et là, la palette secondaire de mon thème. Ensuite, à partir de là, je vais pouvoir définir mes propriétés CSS grâce à une fonction matColor qui est fournie par Angular Material. Donc là, je peux récupérer la nuance 50 de ma palette secondaire. Donc, je vais récupérer le rose clair que je vais mettre en background. Et de même, la couleur du texte, donc c'est la nuance foncée 900 de ma palette secondaire. Et ma bordure qui est bleu clair. Cette mixin, il va falloir que je l'applique. Et donc, je vais pouvoir l'invoquer dans mon style global. Donc, style SCSS, pour rappel, c'est votre CSS global. Et c'est à ce niveau-là que j'ai la connaissance du thème qui est actuellement appliqué dans mon appli. Donc, je vais pouvoir invoquer ma mixin en lui donnant le thème. Donc, comme vous pouvez le voir, Angular Material, c'est super. Mais personnellement, je pense qu'on peut simplifier, surtout la partie theming. Donc, bon, tout à l'heure, on va vous montrer comment on le fait. On le fait à Air France, on l'a fait sur sur beaucoup d'applications et on pense que c'est une solution finale relativement simple. Dans Angular Material, par rapport à Bootstrap, il n'y a pas beaucoup d'utilities. Donc les classes utilitaires dont je parlais, il y a des utilities pour tout ce qui est typographie. Pour par exemple mon titre 1, tu peux avoir une classe pour ça. Il y a aussi des utilities pour tout ce qui est élévation. En gros, si on veut rajouter de l'ombrage à des composants. Mais c'est tout, il n'y a pas beaucoup d'utilities, ce que je trouve dommage. Il n'y a pas de CSS, il n'y a pas de grille pour positionner les éléments. Effectivement, il y a Angular Flex Layout, qui est une lib semi-officielle, qui est toujours en bêta, qui n'est pas compatible Ivy pour le moment, donc bon. Ensuite, il n'y a pas de CSS Reset dans Angular Material. Donc, ce que vous faites, soit vous écrivez votre propre CSS Reset, soit vous importez un CSS Reset qui existe. Donc, si on fait le récapitulatif, on voit qu'il n'y a pas de CSS Reset, il n'y a pas de CSS Layout, il n'y a pas de CSS Utilities, et les components, par contre, moi je trouve ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais c'est quand même pas mal, et le CDK, on peut l'utiliser pour nous simplifier la vie et éviter de perdre du temps à réinventer la roue. Donc, Angular Material et Bootstrap, les deux ensemble. Bon, déjà le bilan. Bon, c'est quoi le meilleur entre les deux? Je vais vous reposer la question qu'on vous avait posée. Angular Material, qui vote pour Angular Material? OK. Qui vote pour Bootstrap? Bon, il y a beaucoup plus de doigts, de mains levées. Mais en fait, vous pouvez le constater, tout ce qui me manque dans Angular Material est présent dans Bootstrap. Et comme je vous ai dit, Bootstrap est modulaire. Donc moi, je suis un paresseux, Jérôme le sait, je ne bosse pas beaucoup.
Bon, en fait, je suis juste pragmatique, donc je vole à Bootstrap ce qui me manque dans Angular Material. En code, comment ça se traduit? Voici le setup de Bootstrap. J'ai un fichier qui contient mes variables pour personnaliser Bootstrap. Ce n'est pas nécessaire si on veut utiliser les valeurs par défaut. J'importe aussi certaines fonctions variables de Bootstrap. En fait, là, il n'y a pas de CSS. Ça ne génère pas de CSS. C'est juste des fichiers nécessaires pour le reste. Donc là, j'importe le reboot, mon CSS reset, la grille Bootstrap et les utilities. Après, j'ai un petit fichier, myReset. En gros, le Bootstrap Reboot me rajoute des choses que j'aimerais enlever des choses qui ne sont pas Material Design. Côté Angular Material, c'est ce qu'il y a dans la doc officielle. Tu définis ton thème, tu lui passes primary, accent, warn et après tu invoques la mixin de Angular Material. Donc maintenant, on retourne sur notre Design Challenge. Donc c'est ce composant-là qu'on voulait faire et on voulait que ça s'adapte au thème. Donc on va vous montrer maintenant une façon simple, ce qu'on fait à Air France. Et là, vous avez le choix entre encore voir des slides et voir Jérôme faire du live coding pour sa première présentation. Alors, c'est à vous de décider. Donc, vous voulez des slides ou du live coding? Slide. Bon, Jérôme, je suis désolé. J'ai pas le micro. Ouais. Ouais, je suis désolé, mais bon, on va faire un peu de live coding, on va voir. Ben, du coup, je te tiens le micro. J'arrive pas encore à coder que de la main gauche. Donc, faut que tu fermes un PowerPoint. Oh. Ok. Donc si on revient sur notre composante démo, donc là j'ai une application Angular qui est démarrée. Et pour l'instant c'est implémenté avec la méthode officielle d'Angular Material, à savoir créer une mixin dans un fichier de thème, invoquer cette mixin dans le style global, etc. Donc ce qu'on va faire en fait, on va commencer par détricoter tout ça, on va tout casser. C'est un peu dangereux de tout casser dans un live coding, mais on va tout casser et on va essayer de reconstruire avec une approche basée sur des utilities, sur le même principe qu'on a vu dans Bootstrap. Donc, si je viens sur mon composant, tout à l'heure on a vu que c'était une div avec une classe myAlert. Donc si je vais voir cette classe, je vais retrouver mon CSS dans mon fichier classique SAS. Donc, on va commencer par tout commenter. Donc là, j'ai plus de layout. Ensuite, je vais venir dans mon style global. Donc ici, on retrouve ce que Amadou a présenté. J'ai mon setup Bootstrap, j'ai mon setup Angular Material. La petite différence, c'est que j'ai créé deux thèmes pour vous prouver que mon composant il va s'adapter au thème. Donc j'ai un thème bleu-rose et un thème bleu-orange. Et donc à la fin, à la ligne 25 là, vous voyez que j'invoque ma mixin qui me permet de rajouter du theming sur mon composant d'alerte. Donc déjà, on peut voir que si dans une vraie application, on aura une cinquantaine de composants. Ça veut dire qu'ici, j'aurai mes 50 mixins. Donc déjà, ça va commencer à être un peu lourd à gérer. Donc nous, on va voir comment est-ce qu'on peut éviter ça. Donc je commente ma mixin. Donc là, normalement, il ne devrait plus y avoir de theming sur mon composant. Juste les boutons qui sont en haut, c'est juste pour vous montrer le thème courant. Donc c'est des boutons Angular Material classiques et on voit que déjà mon setup il a marché pour la démo et quel est le thème actif. Donc maintenant on va recréer dans un premier temps le layout avec les utilities de Bootstrap puisque Amadou nous a promis qu'avec les utilities on pourrait aller super vite. On a juste à rajouter quelques classes CSS. Donc là pour éviter les Alt-Tab entre les fenêtres et vous donner le tournis, je vais le faire directement dans les DevTools et puis ça permet de voir qu'en fait c'est un moyen facile pour débugger une appli. On rajoute quelques classes Bootstrap et on voit si ça fonctionne. Donc je viens sur ma div. Vous voyez bien, oui, c'est bon. Donc je vais enlever cette classe myAlert qui ne me sert plus à rien et je vais pouvoir par exemple utiliser la classe border qui m'arrive donc de Bootstrap. Et là donc on ne le voit pas, mais bon, c'est pas grave. Vous me croyez, hein. Je suis sûr que vous me croyez. Avec quelque chose de plus visuel. On va rajouter le padding. Je suis pas sûr qu'on le voit en fait, un padding s'il n'y a pas de bordure. Donc je rajoute mon padding, P-4. Bon, on voit que ça s'aère déjà un peu plus. On va rajouter de la marge, M-4. Et le dernier élément, c'est le texte en gras. Font-weight-bold. Donc comme l'a dit Amadou,
même si on n'a jamais lu la doc Bootstrap, en fait c'est intuitif parce que c'est toujours propriété, valeur. Donc en général, on peut y aller un petit peu au pif, ça marche. Ok, donc là j'ai recréé tout mon layout. Donc ce que je vais faire quand même, c'est que je vais copier ça et je vais me le mettre dans mon code pour que ce soit persistant. Okay, je vérifie. Ok. Donc maintenant, on aborde la partie la plus difficile, entre guillemets. C'est là où nous, on va avoir un minimum de valeur ajoutée. C'est que plutôt que d'utiliser les mixins à la Angular Material, on va générer des utilities sur le même modèle que Bootstrap. En fait, on n'a rien inventé. En fait, on a tout simplement recopié le principe de Bootstrap. On l'a inventé, ça. Si, on l'a inventé, ouais. Donc, ici, je ne suis pas fou quand même. J'avais préparé mon petit fichier. Donc le principe, vous voyez, on retrouve un code qui est relativement similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure pour thèmer le composant. Donc j'ai une mixin, toujours pareil, qui prend un thème en entrée, parce que ça va dépendre de ça. Je récupère ma palette primaire, ma palette secondaire, et ensuite je vais venir créer mes utilities. Donc là, mes utilities, ça va être myText secondary 900 pour changer la couleur du texte avec la couleur 900 de ma palette secondaire. Pareil pour la bordure, primary 100, et pareil pour mon background, secondary 100. Et en fait, donc là c'est pour la démo, là j'ai un fichier d'utilities avec une mixin, avec des utilities, mais dans la vraie vie, nous ce qu'on a fait à Air France, c'est qu'on a créé une lib dans laquelle on va générer une batterie d'utilities, des dizaines voire des centaines, avec tout ce qu'on va utiliser au quotidien. La couleur du texte, la couleur du background, sur le hover, les bordures. Tout ce qu'on utilise au quotidien, il faut que ce soit une utilities. Et donc les gens auront juste à consommer notre lib, npm install, et ensuite ils utilisent les classes. Ils n'auront pas tout ça à réécrire à chaque fois, 40 mixins à injecter dans le style global. Donc maintenant il faut que j'utilise cette mixin. Donc je retourne dans mon style global, et au lieu d'utiliser 40 mixins, je vais utiliser une mixin. Donc je vais déjà importer mon fichier d'utilities. Et ensuite, je vais pouvoir invoquer ma mixin en lui donnant mon thème. Et là, normalement, on devrait retrouver du theming. Alors, il faut que tu rajoutes tes classes. Ok. On va le faire comme tout à l'heure dans les DevTools, comme ça on verra en direct que ça marche ou pas. Donc on va commencer par la couleur du texte. Alors, ce qu'on dit pas, c'est qu'on a changé les couleurs parce que ça rendait pas bien sur le vidéoprojecteur. Donc je risque de me louper. Oh, c'est pas grave. Allez, my-texte. De toute façon, vous avez tous vu les utilities, vous me soufflez si. Tirer accent, et j'ai bougé. Je suis pas sûr que ça soit ça, mais. Si, moi. Secondary. Ils sont pas clairs chez Google, ils savent pas trop encore entre accent et secondary en fait. Non, en gros, l'aspect Material Design parle de secondary, mais Angular Material parle d'accent. Mais c'est la même chose. Il y a deux bureaux et ils se parlent pas trop. Hein. Donc là, j'ai bien retrouvé mon rose foncé. Je vais mettre le background. Donc là, c'est là que j'ai changé la couleur pour que ça se voit. My-bg-secondary-100. Donc on a retrouvé un background. Et enfin, le dernier, qui doit être la bordure, my-border-primary-100. Donc c'est très léger, mais on est passé d'un gris à un bleu clair. Donc je garde tout ça et je le mets dans mon code HTML pour que ce soit persistant. Voilà, je pense qu'on a réussi. Donc on a utilisé une approche basée sur des utilities. Mon fichier SAS, si je vous le remontre, il est vide, j'ai plus rien à gérer, j'ai plus de code CSS à maintenir. Je n'ai fait que consommer des classes qui ont été générées dans une lib où je n'ai même pas l'existence. J'ai juste fait que l'installer. Voilà. Ok, Jérôme, tu nous avais promis qu'on allait avoir un changement de thème, mais comment tu fais ça? J'ai perdu mon Chrome. Oui, c'est vrai que c'était le but quand même. Chrome a planté. Donc c'est vrai que je vous avais promis quand même que le principe de départ, c'est que ça s'adapte en fonction d'un thème. Donc on va essayer de changer le thème et puis on va voir si ça marche. Donc ici, j'utilise le $indigo ping theme, donc je vais basculer sur le blue orange et
croise les doigts, ça marche. Bravo. Bon, c'est super, je trouve que tu es super fort. Par contre, ça c'était un peu trop facile. Moi, je veux juste le drag and drop. Franchement, Drag and drop. comment tu le ferais? En live, là. Vous imaginez, il y a quelques années, le nombre de lignes de code qu'il fallait écrire pour ajouter du drag and drop. Je ne sais même pas si on pouvait en fait. Ça aurait été super compliqué. Donc on va essayer. Petit quiz. D'après vous, le drag and drop, ça va venir de quel module, de quelle librairie? CDK, ouais. Bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de theming, il n'y a pas de CSS, il n'y a rien. En fait, on va juste ajouter du comportement. Et CDK, il est principalement pour là, il est là pour nous apporter du comportement qu'on va vouloir ajouter dans toutes les applis. Donc, premier réflexe avec Angular Material et CDK, il y a toujours un module à importer, il ne faut jamais oublier. Ils ont tous saucissonné pour améliorer le tree checking. Donc, je viens dans mon app module. Donc c'est absolument à ne pas faire, hein. On ne met rien dans le app module, vous êtes d'accord? On a tous fait des modules, etc. Donc je vais rajouter mon drag and drop module. Là, on voit bien que ce module vient du CDK. Et ensuite, je vais venir sur mon app component HTML. Oui. Et donc, je vais vouloir rajouter donc la feature drag and drop sur mon composant d'alerte. Donc je viens dessus, et là je vais faire quelque chose de super compliqué. Je vais rajouter une directive CDK drag. Donc là, ça ne change rien, mais si je le prends avec la souris, il bouge. Donc super facile à utiliser le CDK, c'est génial quand même. Et là, c'est un exemple simple, mais avec le drag and drop, vous allez pouvoir faire deux listes qui feront vase communicant, prendre des objets à gauche, les envoyer à droite super facilement. Les slides. Bon, super. Okay, donc je ressaute la démo qu'on a fait en live coding. On avait prévu le coup quand même, hein. Si vous disiez les slides, on avait les slides. Donc en fait, ça c'est la philosophie utility first. En gros, dans cette philosophie, on pense plus classe utilitaire au lieu de penser custom CSS. Donc moi, le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est arrêtons d'écrire du CSS. En fait, on n'en a pas besoin. Bon, c'est pas vrai, Igor il n'est pas content, donc j'ai un message pour lui. Arrêtons d'écrire du CSS custom. En gros, si je veux juste transformer mon élément en bloc, je n'ai pas besoin d'écrire du CSS custom. J'ai une classe utilitaire, des blocs, et ça fonctionne. Donc, utilisons les utilitaires quand c'est possible. Donc, en gros, nous, notre stack, c'est Bootstrap Reboot pour le reset, Bootstrap Grid pour le layout, les classes utilities pour être beaucoup plus productif, le component DevKit, les Material Components et le nouveau système de theming. Donc, Angular Material, c'est génial, mais je pense que ce n'est pas parfait. Et en utilisant les meilleures parties de Bootstrap dans Angular Material, on peut facilement faire des applications jolies, responsives et maintenables. Merci beaucoup. Si vous avez des questions et qu'on a le temps, ben, ce serait un plaisir d'y répondre. Qui a des questions, on a même des t-shirts à faire gagner. Aïe. Du coup, avec Angular qui oriente les composants, l'utilisation de Bootstrap et du CDK et de Angular Material, le CSS avec des noms de classes sémantiques, c'est quelque chose du coup qu'on n'a plus de raison d'utiliser. On part uniquement sur des classes qui décrivent le style et non plus le sens de nos éléments HTML. C'est vrai que je suis d'accord. Moi, j'ai tendance à faire ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a besoin de. On n'a pas forcément besoin d'être aussi rigoureux qu'avant. Avant, si on ne mettait pas des jolis noms de classe, etc., on pouvait vite s'en mêler les pinceaux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est orienté composant. On travaille sur des petits morceaux. Donc, en gros, dès qu'on a un fichier, s'il faut commencer à scroller, il est déjà trop gros en fait. En général, on a 2-3 classes et ça se limite à ça. Donc, si ta question c'est ça, c'est vrai que moi je trouve qu'aujourd'hui on a besoin d'être. Avant, je me souviens les bonnes pratiques c'était de faire des classes CSS sémantiques, mais on n'avait pas les frameworks qui étaient composants comme Angular. Du coup, aujourd'hui, oui, on repart plutôt sur l'école de la classe CSS non sémantique, quoi, de style, du coup, si je suis.
Ouais, c'est plus ou moins ça, ouais. C'est plutôt ce qu'on préconisait, si j'ai bien suivi la présentation. C'est plutôt ça, ouais. Merci. Hop. Bonsoir. Je vous avais déjà vu à IBP là, il y a quelques mois. Et à l'époque, j'ai pas pu vous poser quelques questions. En fait, déjà, ma première question, c'est parce que je travaille dans une boîte où on veut mettre en place un design system, etc. Et ma question, c'est à Air France KLM, la boîte a accepté, enfin entre guillemets, a accepté de prendre le matériel design. Ça n'a pas gêné l'entreprise d'adopter un design qui n'est pas le sien ou de faire le sien, de reprendre le design de Google, quoi. Non, parce qu'un design system, c'est beaucoup plus que ça. Un design system, en fait, c'est vraiment un système. C'est pas juste une charte graphique. Autrefois, on parlait de charte graphique. Maintenant, on parle de système. Pourquoi? Parce que ça va englober beaucoup de choses. Donc, Angular, enfin, pas Angular, Material Design va nous fournir des directives pour faire nos composants, etc. Mais par contre, un design system, c'est déjà, c'est les couleurs. Il va y avoir l'image de marque. On va vouloir véhiculer des messages. Donc, par exemple, on va avoir vraiment des consignes très strictes sur quel genre de forme j'affiche sur quelle page, etc. On a vu une présentation du Crédit Agricole où vraiment ils arrivaient à faire passer des messages de confiance avec 2-3 règles en termes d'architecture sur l'écran. Et pourtant, ils sont basés sur du matériel aussi. Enfin, tu es capable de véhiculer d'autres messages. C'est pas uniquement des composants et des couleurs. Bon, après, c'est aussi une question d'argent, hein. Est-ce qu'on prend du temps à développer des choses alors que c'est disponible sur le marché? Ben, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Moi, personnellement, je suis paresseux. Je ne veux pas créer mon propre bouton ou mon propre modal, quoi. Je veux utiliser quelque chose sur le marché. Après, l'essentiel, c'est que quand on voit une appli Air France, que tout le monde sache que c'est une appli Air France. Mais ça, que tu utilises du matériel design ou pas, je pense que si tu vas sur le site de Air France, ben, tu peux reconnaître que c'est un site Air France. Déjà, il y a les couleurs, il y a les fontes, etc. Voilà, j'espère que j'ai... Avec le design matériel, malgré tout. Oui, je sais. Qui est un petit peu tuné quand même. Ou... Un petit peu. On peut, pas beaucoup. J'aime pas quand on tune. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui veulent créer leur design system, vraiment from scratch, on ne le démarre pas vraiment from scratch. On peut repartir du CDK. Si vous regardez sur le net, il y a un design system qui est à la mode en ce moment qui s'appelle Nebula. Et en fait, ils partent du CDK. Ils ne sont pas partis de zéro. Ils ont déjà toute cette couche de comportement qui est commune à tous les design systems et ils construisent à partir de là. Ma question du coup, j'ai trouvé ça cool, mais personnellement moi j'utilise pas ce genre de choses parce que j'ai un peu peur de la taille du CSS. Et du coup, voilà, je voulais savoir si on pouvait ouvrir airfrance.fr et regarder la taille du CSS. Non, pas de t-shirt. Lui, tu vois, c'est à cause de toi qu'il y a ce bruit-là. L'orage. Effectivement, on peut avoir peur de ça. Mais moi, ma réponse, c'est qu'avec cette approche-là, en fait, on a beaucoup moins de CSS. On a beaucoup moins de CSS parce que qu'est-ce qui se passe? Imagine, on a 100 composants et dans chaque composant, on veut juste faire display flex. Pardon, c'est Igor. Classiquement, comment tu fais? Dans chaque composant, tu crées une classe CSS et tu écris exactement le même code. Avec ça, tu as juste des-flex que tu utilises partout. Donc la taille du CSS est inférieure à la taille normale. Et nous, on a fait l'expérience dans Martin, par exemple. Au début, on avait... ce sera coupé au montage. Alors, ok. Dans Martin, on avait beaucoup de CSS, mais je vous assure, 90% du CSS a été enlevé grâce à cette approche-là. Et aujourd'hui, Facebook, ils ont fait une présentation il y a quelque temps, ils disent qu'eux, ils vont sur la philosophie Utility First parce que c'est pour des raisons de performance en fait. La taille du CSS est inférieure et aussi le parsing du navigateur parce qu'il voit juste la classe D-bloc par exemple une seule fois au lieu de refaire le calcul pour chaque classe CSS différente quoi. Du coup, pour moi, la taille du CSS décroît. Non, mais en plus, airfrance.fr n'utilise pas ça. Donc. En fait, moi, je trouve que ça se rentabilise si vraiment on a une grosse appli. Comment? Si tu fais un Hello World. Oui. Pour un Hello World, oui. Voilà. Plus l'appli est grosse, plus tu as factorisé. Ouais. Oui, alors après, il faut voir que airfrance.fr, du coup, c'est un mauvais exemple pour nous parce que c'est la seule appli qui n'utilise pas notre stack. Nous, on est plus sur un périmètre B2E et en fait, on démarre vraiment des applis pratiquement tous les jours.
Donc là, ce qu'on vous montre, en fait, on l'utilise sur déjà plein d'applications, sur des dizaines, voire une bonne centaine déjà. Et quoi? Et je sais pas. Non, mais franchement, moi je vous dis, c'est quelque chose qui demande d'avoir l'esprit ouvert. Jérôme peut en témoigner parce que la première fois que je suis venu, je lui ai dit, Jérôme, j'ai la révolution. Il m'a dit, Amadou, ferme-la. Mais non, mais c'est vrai. Du coup, il y avait un fight. J'ai dit non, il faut regarder. À la fin, il m'a dit, putain, c'est quand même génial. Moi, je vais vous donner juste une métaphore en fait, parce que ça fait 3 ans que je suis à Toulouse et ça fait que 10 ans que je suis en France. Et quand je venais d'arriver, je disais à tout le monde, on dit pas pain, on dit pas chocolatine, on dit pain au chocolat. Au bout de 3 ans, maintenant, je commence à dire chocolatine parce que maintenant, j'ai l'esprit ouvert. Voilà. Toute petite question éventuellement et on prendra après. Bonsoir, moi j'ai une petite question sur la librairie NG Bootstrap que vous connaissez sûrement. Qu'est-ce que vous en pensez en fait par rapport à l'approche Bootstrap plus Angular Material? Voilà, l'approche full Bootstrap avec NG Bootstrap, même si c'est pas Bootstrap ou c'est non. Alors j'avais eu la même question quand j'ai donné ce talk en Allemagne. Le gars il m'a dit, mais Amadou, si t'es pas sérieux, ta presse, tu compares des choses pas comparables. Effectivement, on n'a pas comparé NGX Bootstrap avec Angular Material, ce serait plus fair. Enfin, je veux dire, parce que NGX Bootstrap, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé jQuery, et ils ont réimplémenté toute cette partie-là avec Angular. Donc si tu utilises NGX Bootstrap, tu n'as plus le problème de jQuery, etc. Après, ben, qui maintient NGX Bootstrap, c'est quoi la pérennité de la librairie? Ce sont ce genre de questions qu'on se pose. Parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des choses industrielles. Voilà. Dans quelques années, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pour ça que ben, on préfère partir, par exemple, sur de l'Angular Material que sur une librairie comme NGX Bootstrap. Par exemple, avec Angular Material, s'il casse ton code, la promesse, c'est qu'ils te fournissent des schematics qui te font la migration automatiquement. Donc c'est le genre de choses qu'on aime bien parce que ça nous simplifie la vie. C'est pour ça. Merci. Merci à vous.